Bonsoir, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision BF1. Merci de nous recevoir une fois de plus à l'occasion de ce nouveau numéro de votre émission Leçons de vie. L'on dit, si vous trouvez un métier pour lequel votre cœur éprouve de la joie et du plaisir, vous ne travaillez pas, vous êtes en vacances. Celui que nous recevons aujourd'hui est de ce type de personne. C'est une personne qui ne travaille pas, mais qui est permanemment en vacances. C'est une personne qui a donné son cœur à différents métiers de l'art. Il est cinéaste. Il est homme de théâtre, il est comédien, il est littéraire. Sans plus tarder, nous allons aller avec vous pour découvrir l'invité du jour qui n'est autre que M. Alain Ema. Bonsoir, M. Ema. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous remercie. Il est bien vrai que le grand public vous a découvert à l'occasion de la série Super Flic. Comment se passe pour que vous preniez part à cette série? Enfin, l'histoire, la série Super Flic vient de loin. En fait, nous étions une bande, Hildever Meda, Madame Glé, Aminata Diallo, et on avait déjà expérimenté des parcours au niveau du théâtre, en faisant des spectacles ensemble. Hildever mettait en scène Kadi Jolie et moi. Et puis après, quand Idrissa Ouedraogo a voulu faire Kadi Jolie, c'est la même bande qui s'est retrouvée sur le plateau de Kadi Jolie. Sauf que, bon, de temps en temps, moi je ne suis pas là, Hildever n'est pas là parce qu'on allait poursuivre d'autres projets. Et à la suite de ça, donc, Madame Glé a créé sa boîte de production, Jovial Production. Et de nouveau, c'est la même bande encore, quoi. Voilà, on s'est retrouvés là. Et elle m'avait demandé d'être directeur de casting et directeur d'acteur en même temps. Donc autant je faisais le casting de ceux qui devaient interpréter des rôles dans ce film-là. Je faisais aussi la direction d'acteur parce que moi j'avais pris le temps de lire toute l'histoire et donc je connaissais un peu l'esprit. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé sur cette série-là qui a été une très belle aventure. Une très belle aventure. Avant justement de vous découvrir beaucoup plus en profondeur, nous allons donner l'occasion aux téléspectateurs d'avoir un aperçu de votre parcours et de qui vous êtes, suivant votre bio express. Alain Ema est un homme de culture. Il excelle dans le conte, le théâtre et le cinéma. De taille moyenne et d'un bon teint noir, il n'est ni gros ni mince, juste qu'il affiche la bonhomie de ceux qui sont en paix avec eux-mêmes. Le sourire facile, Alain Ema n'en est pas moins déterminé, engagé, et cela ne lui aura pas toujours fait que du bien. Beaucoup de ses promotionnaires se souviendront qu'il a perdu sa bourse d'études à l'université de Ouagadougou pour faire de grève. Et oui, notre cher comédien a été un membre très influent de l'Association nationale des étudiants du Burkina. Son militantisme ne l'a cependant pas empêché de décrocher une licence en sociologie en 1986 et une maîtrise en linguistique comparative en 1989. Le premier emploi de Alain Ema a été celui d'enseignant. De 1986 à 1990, il est enseignant au lycée Kouroudia de Bobo Dioulasso. Et puis, ce qui devait arriver, arriva. Alain Ema intègre la toute première promotion de l'UNEDO et en sort avec son diplôme de théâtre. Nous sommes là en 1992. Le jeune Alain Ema, venu au monde le 30 juin 1961 à Bobo Dioulasso, venait de pousser des ailes et impossible de l'arrêter. Au cinéma, il est époustouflant et au théâtre, il est hors pair. Alain Ema a apporté son jeu de comédien dans Rugbenga, 5 ou La patience des morts, À la croisée de nos rêves, Sparadrap, Richard III, Si tu m'aimes, Petit conte chinois, Une demande en mariage, Voyage au cœur de la brousse, Contes et musique d'Afrique, Sarzan, Ziri Ziri, Afrique berceau de l'humanité, spectacle d'ouverture du FESPACO 95 et Caprice de femmes entre autres. Alain Ema a également fait la mise en scène de plusieurs pièces de théâtre dont certaines qu'il a lui-même écrites comme Tache Noire, Amadou l'enfant prodige, Mon village Kankampouma, Masque et masque, Les chaussures du roi Makoko, L'arbre qui et bien d'autres pièces encore. Avec le théâtre, Alain Ema a fait le tour du monde et de tous les continents pratiquement.
Et vous le savez, il est aussi très sollicité dans le cinéma. Nous avons pu l'admirer dans Superflic, Kadi Jolie, Siraba, Les Aventures de Wambi, Lily et Madou ou encore Sia le rêve du Python. Alain Ema est aujourd'hui directeur de la compagnie Théâtre Éclair, vice-président du conseil d'administration de la Fédération du Cartel, coordonnateur burkinabé de Paroles Croisées, projet 12 des accords bilatéraux Burkina Faso WBI, administrateur délégué des ateliers francophones Ouagalais pour le jeu d'acteurs, directeur artistique de FETA, le Festival des artistes en fête, directeur artistique des résidences panafricaines d'écriture, de formation et de création théâtrale récréatrale. Alain Ema n'est point marié. Il donne tout son amour à ses 4 enfants qu'il aime par-dessus tout. Dans l'art, il a aussi des bébés et le tout dernier est un orchestre musical composé uniquement de filles. Place aux leçons de vie avec l'ancien gérant du Wassa, l'ancien enseignant, l'ancien porteur de dreadlocks, le natif de Bobo Dioulasso, ancien délégué du lycée Philippe Zenda Kaboré, l'éminemment culturel Alain Ema. Tellement de casquettes dans le secteur de la culture. D'où vous vient cette boulimie de la culture? Je ne saurais dire, hein. En fait, je crois que quand on embrasse une carrière, il faut essayer de voir toutes les facettes de ce métier-là et puis travailler à maîtriser toutes ces facettes également. C'est peut-être là, sinon... Au départ, vraiment, j'étais parti pour une carrière d'enseignant normale. Et puis, je me suis rendu compte en enseignant que je faisais du théâtre avec mes élèves. C'est comme ça que... Et puis, bon, j'ai rapidement viré pour... Justement, en 1986, une licence en sociologie, ça ouvre la porte à beaucoup d'emplois et de métiers. Ouais. Quand on sait qu'il y avait très peu de diplômés. Ouais. Et vous choisissez d'aller au théâtre... À l'époque, je me dis que les idées reçues qu'on avait, ce n'était pas forcément un métier qui nourrissait son homme. Il n'y a pas eu de résistance au niveau de la famille? Ah oui, bien sûr, une résistance au niveau de la famille, d'autant plus que ce n'était pas un métier déjà. Hein. Le métier n'a existé qu'en 1990. Hein. Il faut savoir que la première compagnie professionnelle de théâtre est née ici avec Feu Amadou Bourou. C'était le 23 octobre 1990 que la première compagnie, la compagnie Ferren, a vu le jour. C'est à partir de là que le métier de théâtre a existé en tant que tel et c'était la première et l'unique. Et après, bon, aujourd'hui, je suis très content de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont embrassé cette carrière-là, mais il aurait fallu que nous, on commence ça. Le 23 octobre, le jour où on lançait donc, la compagnie Ferren, on était 3. Il y avait Amadou Bourou, il y avait moi, et puis Odile Sankara. Et nous a rejoint plus tard un Togolais, danseur, Anani, qui est maintenant en France, un musicien burkinabé, Nana Pierre Robert, qui est en France, et puis Sédou Boro, le danseur que vous connaissez. Voilà l'équipe qui a construit, et puis d'autres nous ont rejoint un peu plus tard, Serge Mekoulibaly, le chorégraphe et tout ça. Vous avez milité au sein de l'Association nationale des étudiants du Burkina, l'ANEB. Oui. Quand on est dans ce type d'association, on se voit une destinée politique, parce que c'est le berceau dans lequel on formait effectivement nos politiciens. Alors comment Alain Ema de l'ANEB, on transcende tous ces différents éléments pour arriver au métier de l'art? En fait, il y a rien n'a changé pour moi. Hein. Déjà au secondaire, j'étais fortement impliqué dans les luttes syndicales. C'est ainsi que d'ailleurs, en 82, j'étais délégué général du lycée Philippe Zenda Kaboré. Et puis à cette époque-là, vous vous rappelez très bien de l'arrestation du Premier ministre de l'époque, Thomas Sankara, un 17 mai. Et puis toute la marche qui a eu lieu après, dans les jours qui ont suivi. Et il y a eu même ce moment, je me rappelle, que j'ai dû faire un peu de clandestinité parce que j'étais recherché par la police. D'autant plus qu'il y avait autour de 42 élèves du Zenda qui étaient arrêtés. Ils se retrouvaient au camp CRS à l'époque, qui est l'école de police actuelle. Là. Et puis après ça, donc arrivé à l'université, c'était pareil. Dès ma première année, j'étais responsable de la coopération de l'école des lettres. À l'époque, c'était l'école supérieure des lettres et sciences humaines. J'étais représentant à l'Assemblée d'université. J'étais membre de la Commission nationale d'attribution de bourses. Et toute... comment dire, j'avais épousé véritablement les préoccupations, les soucis des étudiants. Alors,
C'est lorsque j'ai perdu la bourse, parce qu'on a dû couper ma bourse pour justement mes positions à cette époque-là, et que je suis parti à l'enseignement, le temps de me retourner un peu. Vous voyez pourquoi j'ai fait une licence en 86 et puis après la maîtrise quelques années plus tard. Mais je suis resté toujours dans cette lutte que je trouvais juste, que je trouvais noble. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, j'essaye dans mes positions, dans mes convictions, d'être plus ou moins juste et clair avec moi-même, quoi. Vous êtes dans le conte, dans le cinéma, dans le théâtre, dans l'écriture, dans l'enseignement. Ouais. Est-ce qu'il y a une de ces disciplines qui vous passionne particulièrement? Oui, je pense que c'est le jouer, comédien de théâtre. C'est plus vrai, c'est plus juste, c'est du vivant, c'est tout de suite, c'est l'immédiateté. Et voilà, on ne triche pas, quoi. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour que vous embrassez cette carrière? Vous avez vu quelqu'un jouer, vous avez vu une pièce, à partir de là, vous vous êtes dit, je serai comédien de théâtre? Ma décision d'être professionnel est antérieure à la création de la compagnie Ferrandon, la première compagnie professionnelle. Mais mon envie de faire du théâtre, c'est... je me rappelle que déjà à 11 ans, j'avais joué. J'étais à l'école primaire. Et puis l'enseignant qui nous encadrait m'avait donné un rôle. Et pendant les vacances, quand je repartais dans mon village, à Niangologo, nous avons une association des élèves étudiants de Niangologo. Et donc, on menait des activités culturelles, artistiques, plantation d'arbres et tout. Et je faisais déjà du théâtre en ce moment-là. Et donc, le déclic, je ne sais pas à quel moment c'est vraiment arrivé, mais dès déjà 11 ans, moi, j'ai commencé à être sur les planches, quoi. D'accord. Au cours de la préparation de cette émission, nous avons recueilli des témoignages de certains de vos collaborateurs que nous allons suivre. Ça fait quand même 30 ans que je connais Alain Ema. Alain Ema était quand même celui qui a accompagné mon grand frère Amadou Bourou sur la création de la compagnie Ferrandon. Et ensuite, on a travaillé ensemble. Et c'est comme ça que pendant 30 ans, on a collaboré ensemble. Ouais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même d'exigeant, ça il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'au niveau de l'activité artistique, il a quand même une exigence par rapport à ça. Et en même temps, au niveau de la culture, il y a une vision autour de ça en disant il faut quand même que le ministère de la Culture intègre l'enseignement de l'art à l'école. Et quand je vois ce qu'Alain fait aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire que d'amener des jeunes filles, de créer un orchestre de jeunes filles, c'est quand même un engagement. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, un artiste est engagé, on pense seulement que c'est en se levant à faire des pancartes et tout ça. Non, c'est dans l'acte qu'on pose. Alain Ema, c'est d'abord un grand frère, c'est un très bon ami et c'est aussi un partenaire professionnel. Je crois qu'avec Alain, on se connaît depuis on va dire les années 90. On était tous les deux au théâtre. Lui, il évoluait avec Feu Amadou Bourou de la compagnie Ferrandon. Et moi, j'étais avec Feu professeur Jean-Pierre Guingané au théâtre de la Fraternité. Et puis, on regardait les uns les autres, les spectacles des uns et des autres. Et puis, chacun a évolué un peu, a fait son chemin, sa carrière. Et puis, après, on s'est véritablement retrouvés sur Kadi Jolie avec Idrissa Ouedraogo. Donc, c'est à partir de ça qu'on ne s'est plus quitté. Et Alain Ema, sur le plan professionnel, je pense qu'on ne peut pas trouver plus professionnel que lui. Donc, sur tous mes plateaux de tournage, quand il n'est pas comédien, il n'est jamais bien loin, il est aussi directeur de casting. Ça veut dire que c'est lui qui m'aide en amont à préparer, à trouver les comédiens, à identifier les différents profils et tout. Et aussi, j'ai un regard souvent sur certaines de ses créations à travers sa compagnie Théâtre Éclair. Non, dans l'ensemble, je pense qu'il a un plan de carrière, il sait exactement où il va, c'est un passionné, ça c'est sûr. Je pense que c'était l'un des premiers à se professionnaliser dans le métier, à être comédien professionnel, alors que à l'époque, on savait tous que c'était très très compliqué, mais eux, ils ont cru
Et ils y sont restés et puis je pense qu'ils s'épanouissent tous les deux dedans. Je retiens de lui un homme de parole parce que quand il s'engage avec toi sur un projet, il y va à fond, il va jusqu'au bout et puis il reste professionnel. Après on délire, mais bon, quand il faut travailler, on travaille. Tout à l'heure, Seydou Kouro parlait de l'orchestre composé uniquement de jeunes filles. D'où vous vient cette idée? C'est pour quel objectif? Est-ce un remake des Colombes de la Révolution ou... Oui, peut-être. En fait, la musique, quand j'étais au collège, à Bobo, je faisais de la musique. Hein. J'étais dans l'orchestre du collège, mais je ne suis pas allé beaucoup trop loin parce qu'il y avait une pression familiale. Et puis, donc ça m'est resté. Même au sein de la compagnie Théâtre Éclair, j'ai formé un groupe de musique traditionnelle. Nous avons à notre actif 3 CD, 3 albums. On a tourné en France, en Belgique, en Allemagne, avec le groupe de musique. Donc j'avais toujours ça. Et c'est à l'occasion d'un voyage en Europe que j'ai ramené des instruments de musique, batterie, guitare et autres. Et puis, et ensuite, je suis allé à Accra pour acheter maintenant la console et tout ce qui va pour créer un orchestre. Et je me disais que le plus simple, c'est de créer un orchestre spécifique. Donc au départ, je pensais à un orchestre d'enfants. Après, je me suis dit un orchestre de handicapés. Et puis à la fin, ça a été un orchestre de femmes à l'image des Colombes de la Révolution ou à l'image des Amazones de Guinée. D'accord. Une carrière, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez certainement dû subir des coups durs tout au long de votre carrière. Est-ce qu'on peut avoir quelques anecdotes et comment vous avez pu les surmonter? Voilà, ça c'est les coups durs, ça c'est tous les jours. Et à la limite, c'est tous les jours. Parce qu'à chaque fois que vous êtes sur un projet de création ou vous êtes sur un regroupement d'artistes quelconque, il y a toutes j'allais dire les tentatives de ne pas vous croire, de croire que vous, comme on dit, vous mangez sur leur dos. Dès que vous avez la casquette de producteur, voilà, sur l'argent, c'est qu'il a pris une grosse masse d'argent derrière et il veut donner le peu ici. Voilà, on ne voit plus l'artiste, on voit le producteur. Voilà, donc souvent ça pose un petit problème. Et puis bon, il faut dire aussi que il y a des moments où le regard n'est pas du tout évident. Ben, on est obligé de monter au-dessus pour pouvoir continuer le travail. Parce que quand on te croise, à l'époque j'avais des druides, quand on te croise avec des druides, avec... on pense immédiatement qu'il n'y a rien dans la tête. Alors il y a quelquefois une espèce de frustration comme ça. Mais bon, cela dit, c'était pas... j'allais dire même normal, parce que le regard à cette époque-là était comme ça. Mais on essayait de faire avec et de transcender. Mais sinon, je n'ai pas connu vraiment de véritables coups durs comme ça. Au sein de ma famille, très rapidement, mes parents ont adhéré à ma démarche, puisque c'était irréversible. Donc, autant l'accompagner. Et vos druides, ils ont disparu? Alors, c'est ce qui faisait également la caractéristique de Alain Aima. Oui, bon, les druides... Est-ce une pression supplémentaire de la société ou... Ah non, les coupés, les druides, je les ai coupés à Berlin. Il y avait la Coupe du Monde de 2006, j'étais à Berlin. Et puis, comme ça, un matin, j'ai dit, bon, voilà, à l'hôtel, j'ai mis mon drap au sol et puis on a coupé les cheveux. Mais il n'y avait pas une pression spécifique. C'est moi-même, à un moment donné, j'avais voulu une petite métamorphose, changer, et puis voilà, j'ai coupé les dreads. Mais quand je suis arrivé ici, à l'aéroport, ce n'était pas évident. Parce que sur mon passeport, c'est des dreads. Et puis maintenant, sans dreads, ils me regardaient par 2 fois, les policiers. Et même quand je suis sorti, les gens qui me connaissaient et tout, ils étaient un peu choqués, un peu surpris de voir cette nouvelle tête. Mais bon, voilà. Mais il y a vraiment rien de particulier. C'est une envie comme ça qui m'est venue. J'ai coupé ça, je me rappelle très bien. C'était le jour où la Côte d'Ivoire jouait contre l'Argentine, le 13 juin 2006 à Berlin. Donc, ok. L'on sait également que Amadou Bourou a été un acteur clé dans votre parcours professionnel. Si vous deviez dire un mot sur Amadou Bourou, pour la jeune génération qui ne le connaît pas, que diriez-vous? Ah oui, c'était un très, très, très grand formateur. C'était quelqu'un de très, très conscient de ce qu'il faisait, d'une clairvoyance inimaginable. Non, c'est vraiment un grand monsieur.
Et je me souviens d'une chose, Dawa Abdoulaye, le réalisateur Dawa Abdoulaye, un jour, Amadou lui dit, vous savez, pour vos différents films que vous faites là, il faut prendre le temps pour permettre aux comédiens de comprendre ce que vous voulez. Parce que ce qui se passe généralement ici, ça c'est dommage. Le réalisateur, il t'appelle la veille ou l'avant-veille, il te donne le scénario, et puis il dit le personnage que tu dois jouer, et seulement peut-être 2 ou 3 séquences de ce que tu dois jouer. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'histoire avant, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je raconte, qui je suis, pourquoi, dans quelles conditions, on ne sait absolument rien du tout. Alors, conclusion de l'affaire, eh bien, on dit que du texte. Alors on essaye de trouver une émotion à l'intérieur, mais cette émotion vient de loin, avec une métamorphose éventuellement, avec une évolution et tout ça. Donc pour revenir à Amadou Bourou, il disait à Dawa Abdoulaye qu'il faut que vous preniez le temps avec le comédien. Et dans un de ses films, je crois que c'est Quand les éléphants se battent, ou lequel, je ne me rappelle plus, il a amené tous les comédiens qui devaient interpréter dans ce film-là à Boromo, chez lui, avec Amadou Bourou. Ils ont passé des jours et des jours à regarder le texte, à le dessiner, à discuter sur les personnages, leur psychologie, leur rapport et tout ça. Et après, Abdoulaye Daou dit que c'est ce qu'il nous faut. Mais généralement, nos productions estiment qu'ils n'ont pas le moyen de faire ça. Or, en ayant le moyen de faire ça, on va plus vite. Après, quand on pose la caméra. Justement, parlant de moyens, il est de plus en plus difficile de pouvoir capter des fonds pour les différents projets culturels. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de la culture au Burkina Faso? Ah oui, moi je trouve l'avenir radieux parce que de plus en plus, il faudrait que les créateurs et tous ceux qui s'investissent dans la culture ne se focalisent pas seulement sur, j'allais dire, le budget de l'État ou les caisses qui existent. On ne pourrait avoir les fonds que lorsque nous sommes dans une inventivité et que lorsque nous sommes dans une originalité. Et quand c'est le cas, eh bien, les guichets qui existent aujourd'hui, comme la coopération suisse, Africalia, l'Union européenne, tout ça, c'est l'originalité et puis la spécificité qui fait le travail. Et de ce point de vue-là, je pense que nos créateurs ont les capacités, les moyens, tout pour être inventifs et capter de nouveaux financements. Voilà. D'accord. Nous passons maintenant à votre vie de famille, votre vie en société. Vous êtes père de 4 enfants, pas marié. Ouais. Est-ce qu'on dirait que vous êtes malchanceux en amour ou vous êtes un heureux père? Lequel on retient? J'allais dire que j'étais un chanceux en amour. D'accord. OK. Ouais. Non, en fait les enfants que j'ai eus, ce n'est pas de la même mère déjà. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu... Mais il y a toujours... il fallait comprendre l'homme et puis entendre ça. Je vais dire le premier enfant, moi, je sortais de l'université. Et puis, carrière théâtre, personne ne peut comprendre ça. C'est très difficile. Parce que c'est l'incertitude totale. Moi-même, je savais que c'était l'incertitude. Donc, les parents de la fille non, ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas. Et voilà comment les choses ont évolué. Et puis, je n'en ai pas fait vraiment une préoccupation spécifique. Voilà. Et le mariage, c'est important. Ça organise la maison, ça organise les choses. Mais quand ça ne fonctionne pas, autant ne pas trop se jeter pour plutôt créer même des problèmes à l'intérieur. Voilà, et que répondez-vous à ceux qui disent que les artistes, ce n'est pas des gens sérieux, c'est des personnes à la limite au volage, ça vaut aussi bien pour les hommes que pour les femmes, au point que certaines femmes qui veulent embrasser cette carrière ont beaucoup de craintes parce qu'elles se disent que la société va mal les juger. C'est une conception déjà de l'artiste parce qu'on colle ça à la liberté. Parce que l'artiste, si vous voulez, c'est du fait de cette liberté de fonctionner. Donc, on colle déjà ce côté volage, ce côté... mais cela dit, ça ne peut pas être... parce que je suis artiste, que j'ai un gène particulier ou une ADN spécifique pour être comme ça. Non, ce n'est pas possible. Étant qu'artiste, vous exprimez mieux votre intérieur que les autres. Vous laissez libre cours à ce que vous ressentez, que les autres ne peuvent le faire. Voilà, exactement. C'est simplement ça. Et parmi vos 4 enfants, est-ce qu'il y en a qui ont épousé la carrière d'artiste? Oui, il y a le garçon, le deuxième garçon, et il a commencé à faire de la musique.
Et puis, il est soutenu et produit par un rappeur de chez nous, ici. Smarty. Et donc, il a déjà fait un single. Là, il prépare encore. Il a plusieurs titres. Et puis, bon, je crois qu'avec Smarty, ils sont en train de préparer un deuxième clip qui va faire incessamment. Et quels sont les conseils que vous lui donnez? Ce conseil-là vaut également pour tous les jeunes artistes comme lui qui ont embrassé ce métier. Oui, mais je lui ai dit parce qu'il est à l'université. Donc, et quand il a commencé donc, la musique, et lorsque ça s'affirmait de plus en plus, donc on en a discuté sérieusement. Je disais, non seulement cette musique, tu pourrais en vivre, mais il faut le faire, mais vraiment très très bien. Parce que ce n'est pas occasionnel, ce n'est pas le faire pour ressembler à. Si tu sens ça, il faut véritablement le faire. Et donc, du coup, par exemple, pour cette année scolaire, je l'ai inscrit à l'INAFAC. Je l'ai inscrit à l'école de théâtre du Cartel. Je l'ai inscrit au cours d'anglais. Je l'ai inscrit, je l'ai fait à une auto-école pour faire le permis. Voilà, c'est une série de choses, un environnement qui peut aider. Parce que tu fais de la musique, mais si tu peux interpréter un personnage, tu peux faire et comprendre l'environnement de la musique. Il y avait une session de formation pour les managers culturels, je l'ai inscrit à ça. Voilà, c'est pour qu'ils comprennent tout l'environnement, le studio et tout ça. Et c'est comme ça qu'il va avancer. Faut pas le faire comme étant une envie comme ça, une envie passagère et puis ça s'arrête là. Non, il faut s'organiser, il faut se battre, il faut comprendre le fonctionnement, il faut faire tout ça et puis il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'accord. Et Alain, Emma et les femmes, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, je ne sais pas, ça veut dire quoi, et les femmes? Oui, Alain, Emma et les femmes, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans un foyer tel qu'on le conçoit. Oui. Est-ce Alain Emma qui est difficile ou Alain Emma est incompris des femmes? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas difficile, je ne suis pas... Mais sa liberté est à telle enseigne que ça ne peut pas cohabiter avec... Non, ça n'a absolument rien à voir. La situation que je vis en ce moment ne relève pas seulement de moi ou de... Non, ça n'a absolument rien à voir. Sinon, les femmes... je les adore, d'autant plus que j'ai créé cet orchestre de femmes. Et avant ça, figurez-vous que j'avais fait un groupe de femmes théâtre, des femmes du quartier de Gounguin, mais ce que j'appelais des femmes ordinaires. Il y en a qui faisaient des galettes au bord de la route, qui faisaient ceci et cela. Et j'ai amené 17 femmes en Belgique pour une rencontre. Et donc, c'était très très fort parce que les femmes belges, les femmes burkinabées, quand elles sont arrivées en Belgique, il y a d'ailleurs un documentaire qui a été fait par une réalisatrice, comment elle s'appelle, Éléonore Yaméogo, voilà. Donc elle avait filmé les femmes ici, au GPA, et puis bon, moi j'étais déjà à Bruxelles, et j'ai pris un vidéaste là-bas qui a accueilli les femmes à l'aéroport toute la vie. Et voyez-vous, et après on a fait un colloque, et pas un colloque, un forum, où il y avait les femmes démunies, celles qui sont ce qu'ils appellent le CPAS, donc les femmes que l'État soutient parce qu'elles n'ont vraiment rien du tout. Et puis il y avait un groupe de femmes de Beauvaichien, elles c'était des médecins, avocats et machin. Et j'ai regroupé les trois communautés. Donc il y avait les femmes africaines avec leur parcours et ce qu'on sait de nous en disant tiers-monde. Il y avait ces femmes d'Europe et à l'intérieur, il y en a qui n'avaient rien du tout, qui totalement démunies. Okay. Et après, j'ai fait dans l'autre sens, parce que les femmes de ce milieu démuni de Belgique est venue ici à Ouaga, et puis les autres femmes aussi sont arrivées à Ouaga. D'ailleurs, ça a été l'objet d'un écrit de Michel Orban, père à son âme, une dame de milieu très très pauvre en Belgique. Elle a écrit un ouvrage là-dessus où elle estimait que nos femmes étaient nettement plus riches que les Belges riches. Les Belges, d'accord. La première fois que Alain Emma drague une fille, la toute première fois, si vous vous en souvenez, quelle a été la technique d'approche? Mon ami, ça va être compliqué, sans souvenir. Hein. Je me demande si ce n'est pas elle qui me draguait, parce que moi, je ne sais pas comment dire. Mais comment c'est passé? Attends, c'est déjà... Oh, je ne me rappelle pas. Je crois que ça a été une forme de présentation. Hein. Je crois, si je me souviens, en tout cas par rapport à...
C'était C'était au lycée, à l'université Bon, au lycée, il y a eu des choses, vous connaissez toute l'affaire. Hein. Justement, la toute première fois, vous êtes amoureux d'une fille et vous devez l'approcher, vous devez le lui dire. Mais, parce que déjà, il n'y avait pas de téléphone, hein, ça je vous signale. C'était les lettres. Ah bon, vous avez bien compris. Il n'y avait pas SMS, il n'y avait pas ça, rien ne fonctionnait. Et donc c'était l'écrit. Et cet écrit devait être au top. Donc belle écriture, les mots sont choisis, sont pesés, sont agencés correctement et tout. Et puis qu'on envoyait à la fille. Et puis après, l'approche était, j'allais dire, c'était assez lointain parce que, voilà, on était un peu gêné de s'afficher, c'est pas comme aujourd'hui, on est tranquille. Donc il y avait tout un environnement autour. Et puis quand tu approchais une fille, ta préoccupation, disons, ce que tu pensais, c'était vivre avec elle. Il y avait pas, on ne pensait jamais aventure. Ça pouvait être aventure, mais on n'y pensait pas du tout parce que la conception fonder un foyer. Voilà, la conception était que ça devait être solide, se bâtir, avancer et tout ça. Et puis après, concrètement, sur le terrain, on se rend compte que c'est pas c'est pas ça, quoi. Ok. Et si vous deviez reprendre les choses, si la chance vous était donnée de retourner 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière et de corriger certains détails, ce serait quoi ces détails? Ça serait le fait de croire facilement aux gens. Parce que je pense que dans ce que j'ai fait, il y a eu beaucoup de trahison, je vais dire. Et donc de croire aux gens a été... En fait, moi, je ne doute jamais de quelqu'un au départ. Il paraît que c'est la marque des artistes également. Peut-être. Ils sont crédules, ils croient en tout, le monde est beau, le monde est merveilleux. Quand on n'a pas ça, on ne peut pas être artiste. Peut-être là. Et moi, après, tu vois, vous savez, tu vois, j'ai eu beaucoup de gens que j'ai hébergés, que je connais ni d'Anna. J'ai hébergé un Togolais pendant un an, j'ai hébergé, et qui à la fin est parti avec ma moto. J'étais en voyage, j'étais au Danemark. Et puis un Ivoirien qui aimait le foot, et qu'on m'avait parlé de lui. Je l'ai amené ici pour qu'il puisse faire carrière dans le foot. Et puis, voilà, il n'était pas correct. Je lui donnais les factures pour aller payer, l'électricité et tout, il ne payait pas. Bref, il y a eu beaucoup de gars hébergés comme ça, que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Et après, à la fin, je me rends compte que c'était quelquefois beaucoup trop d'erreurs. Eh bien, à ce niveau, les sages disent de ne jamais regretter les bonnes actions que nous avons posées, parce que Dieu nous les rend toujours au centuple, soit nous, soit nos enfants. Donc, rien n'a été perdu. En tout cas, rien n'a été perdu. Mais sur le coup, ça te perturbe un peu. Voilà, ça perturbe un peu. Parce que quand tu rentres... là, moi, j'arrive, par exemple, dans le cas de ce Togolais qui est resté un an avec moi. Quand tu arrives et puis tu te rends compte qu'il a déserté la maison, il est parti avec quelque chose, ça te fait quand même quelque chose, tu es surpris, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, quoi d'autre à reprendre? Non, je pense que j'étais dans une trajectoire, une logique que je ne trouvais pas bizarre. D'accord. Nous retournons à nouveau en studio pour suivre encore quelques témoignages. C'est un homme très calme. C'est un grand bosseur. C'est un très grand bosseur. C'est d'ailleurs ce qu'on retient beaucoup de lui à la maison. À la maison, il ne s'amusait pas avec le travail, que ce soit les travaux domestiques, que ce soit le travail à l'école. C'est c'est un vrai bosseur. Il ne s'amuse pas avec le travail. Quand il faut féliciter, il félicite. Quand il faut donner les fessées aussi, il le fait très bien comme les papas africains, ils ne s'amusent pas. On avait une bibliothèque au salon, à 2 battants, et chaque rentrée scolaire, chacun devait afficher son emploi du temps. Et par rapport à l'emploi du temps, il fallait bosser. On bossait à partir de 20h déjà, il fallait finir de manger, et de 20h à 22h, il fallait bosser. À chaque rentrée trimestrielle, après... à la rentrée scolaire, après les congés, il vérifie les premiers devoirs. Donc il regarde les notes, si ça va, pour voir si tout le monde bosse. Et il y a eu une rentrée, il a vérifié les notes, bon, ça n'allait pas trop. Et quand ça ne va pas, c'est bon. C'est quelqu'un qui n'est pas trop présent à la maison avec le travail et tout. Mais quand il vérifie les notes et que ça ne va pas, il est à la maison de 20h à 22h, 23h, pour voir comment vous bossez, tu bosses, tu envoies le cahier.
Quand c'est les leçons, tu récites. Quand c'est les trucs de français, anglais, tu poses des questions. Et il y a eu une année, à la rentrée, il a vérifié les notes. Ça n'allait pas trop chez quelques-uns. Donc il a dit, ok, qu'est-ce que vous bossez aujourd'hui? Et je dois dire qu'en son temps, on ne bossait vraiment pas très bien. Donc il s'est assis et quand il a vérifié, il a vu que c'était pas, on ne suivait pas l'emploi du temps. Il dit, ok, demain vous avez ça, donc c'est qu'il faut bosser. Prenez vos cahiers. On a pris vos cahiers. Pour ceux qui ont fait beaucoup, qui connaissent les masques, ils ont une cravache là, qui, c'est pas de l'amusement. Il a ça, il a fait sortir et il dit, ok, vous bossez. On a envoyé les cahiers. On a récité. Et malheureusement pour mon grand frère, de un, lui ne suivait pas son programme. Et de deux, ce qu'il avait comme matière, il n'avait pas très bien bossé. Donc lui, il a goûté. Bon. Moi, je n'ai jamais goûté à la cravache parce que moi, j'étais assez bon à l'école, sans me vanter. Déjà, la gentillesse. Parce que ça, peut-être les gens ne le savent pas, mais sa gentillesse, il faut vraiment noter. Mais je pense que par rapport à ses activités auprès des jeunes et des enfants, on voit ça. Ça se reflète peut-être un peu parce c'est quelqu'un de vraiment gentil. Et puis, humainement, on sent que c'est pas quelqu'un de faux, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui veut impacter la société en bien. Il nous enseigne surtout la tolérance et le vivre ensemble. Et voilà, quoi, le fait que tu n'es pas seul en société. Donc, dans ta réflexion, tu dois savoir que y a des gens autour de toi et tu dois penser à nous. C'est pas juste à toi seul, tu dois penser en fait au fait que tu es avec des gens et tout. Et voilà, c'est ces valeurs-là qu'il essaie de nous inculquer. Un jour de l'an, je devais avoir peut-être 8-9 ans. Et puis, donc la nuit, à partir de minuit, on a souhaité les heureuses années et tout ça. Et puis, en fait, on a mis des anciens sons. Anciens pour moi, je ne sais pas, peut-être lui, il a dansé ça dans sa jeunesse, mais anciens pour moi. Et quand on a mis, en fait, moi, je me suis levé et puis j'ai commencé à bouger et tout. Et lui, il s'est levé aussi, commencé à bouger. Et on s'est mis à danser jusqu'au matin, en fait. On s'est mis à danser jusqu'au matin sur des vieux sons. Et puis, j'ai vraiment aimé ce moment-là. C'était super avec papa. Pendant longtemps, des dreadlocks, donc pour l'identifier, c'était un peu ce chapeau de Walkman là qu'il avait sur sa tête. La pluie a battu, les chiens n'ont pas réussi à le manger. Et puis après, je ne sais pas quel virus l'a piqué, il s'est départi de ses dreadlocks. Donc, avant, on avait du mal à le reconnaître. Parce que vous savez, quand vous connaissez quelqu'un avec un style donné, et après, quand il y a un changement majeur, et on avait du mal à s'y faire. C'était même choquant à la limite. Et puis après, on a appris à l'aimer aussi sans ses dreadlocks. À écouter vos enfants, vous êtes tantôt père fouettard, tantôt papa gâteau, on pourrait dire. Et il y a l'enseignant également. Quel conseil vous auriez à donner aux parents d'aujourd'hui par rapport à l'éducation des enfants? Moi, je pense que l'école n'est pas le cadre d'éducation. L'école est un élément à l'intérieur de l'éducation d'un enfant. Donc déjà, en famille, il faut apprendre aux enfants à aimer le travail, et le travail bien fait, à s'organiser. Parce que quand l'adulte il y a un emploi du temps. Ça, c'est l'école qui a donné. Mais à l'intérieur, il y a un emploi du temps familial. On mange à telle heure, ensuite il faut faire les devoirs à telle heure. Les parents doivent vérifier, suivre, et c'est tout ça qui va rendre les choses très simples et faciles après. Donc moi, dans mon cas, je suivais tout. Je suivais les devoirs, je suivais tout ce qui se faisait, je suivais. L'organisation de la famille, le matin, qui va à l'école, qui ne part pas, s'il ne part pas, qu'est-ce qu'il fait, les tâches à la maison, tout le monde est embarqué dans le même bateau. Voilà, j'estime que les parents doivent nécessairement s'impliquer dans cette formation de leurs enfants. Et puis, ce n'est pas seulement... Parce que l'école, c'est le centre d'instruction.
Et par ailleurs, sans éducation, parce qu'il y a la morale et tout ça qu'on apprenait à l'époque, mais la maison doit accompagner tout ça et aussi être un incubateur en instruction. C'est-à-dire qu'au-delà du cours qui est donné par l'enseignant, eh bien, il faut avoir d'autres documents, d'autres choses pour permettre à l'enfant d'approfondir ce qu'il est en train d'apprendre de l'autre côté. Et ça, je suis intransigeant là-dessus. D'accord. Cela nous permet justement de faire une transition pour parler maintenant de votre enfance. Oui. Quel genre d'enfant a été Alain Aima? Eh bien, studieux et très sage. Pas taquin? Non, vraiment pas du tout. J'ai toujours été, en gros, dans les meilleurs de ma classe. Il est arrivé souvent qu'on vous donne des fessées pour avoir déconné? Au niveau de la maison? Oui. Oh, pas vraiment trop. Je me rappelle, oui, une fois à Dakar, parce que j'ai fait une partie de mon école au Sénégal. On était sortis avec des amis, puis on est rentré fort tard. Et mon père n'était pas content, et puis il n'a pas... il ne s'est pas amusé, quoi. Voilà. D'accord. Mais c'est le seul souvenir que j'ai. Sinon, Okay. vraiment... Et quels étaient justement vos rapports avec vos parents? Mais très, j'allais dire très cordial. Hein. C'était des relations très cordiales. Combien d'enfants? Hein? Combien d'enfants étiez-vous? Ah oui, on était quand même... de ma mère, nous étions 5, parce que mon père était polygame, et puis il avait une autre femme avec d'autres enfants, 5 également. Mais pour l'ensemble, tout fonctionnait. En tout cas, moi, vis-à-vis de mes parents, tout roulait très bien. Et je m'entendais très bien avec mon papa. Okay. Vraiment bien. Et à l'école primaire, quelques anecdotes dont vous vous souvenez? À mon CE1, l'enseignante était une sœur, les sœurs catholiques là. Et puis, on a fait une dictée et on devait écrire, il y avait le mot hôpital dedans. Il y avait le mot hôpital. Moi, j'ai écrit le hôpital là, le O sans l'accent circonflexe là et tout ça. Et elle était choquée puisque j'avais toujours 0 faute. Et donc, pour cette petite faute-là, elle n'a pas supporté. Elle n'a vraiment pas supporté. Elle est rentrée dans une colère. Je dis, mais quand même, pour un petit chapeau sur une lettre, il ne faut pas... Elle était dans tous ses états. Je dis, mais moi, je vois... Il y en a qui ont 5 fautes, 10 fautes, 14 fautes là-bas. Tu t'en prends à moi pour un truc. C'est banal. Le chapeau, là, moi, je peux le mettre tout le temps. Il ne faut vraiment pas... Elle était vraiment choquée. Et puis, faisait les doigts comme ça avec une règle et tapait dessus. Moi, j'étais choqué de voir ça. Ça m'a vraiment perturbé. Parce que c'était rien du tout. C'était rien ce que ça, comme faute. Voyez-vous, ça m'avait un peu... Mais justement, cette enfance que vous avez connue, où on vous a tapé sur les doigts, l'enseignant que vous avez été, le père que vous êtes, aujourd'hui, l'on dit de ne pas utiliser la chicotte à l'école. Quel est votre avis là-dessus? Oui, moi je pense que ce n'est pas nécessaire, mais quand ce n'est pas nécessaire, il faut trouver le truchement qu'il faut pour que l'enfant puisse écouter et être réglo. Parce que quand tu as affaire à, j'allais dire, à quelqu'un qui est un peu tête en l'air, tu répètes la même chose 15-10 fois, c'est voilà pourquoi la chicotte vient. Donc il faut trouver la formule pour que... Quand je vous parlais tout à l'heure les parents doivent s'impliquer, c'est de cette façon que le maître n'aura pas besoin de chicoter l'enfant, parce qu'il vient préparé, il vient conscient de l'importance de l'école, il vient avec un regard lucide vis-à-vis de ses camarades, vis-à-vis de son maître, vis-à-vis de tout. C'est tout ça, il sait que c'est un cercle qui n'est pas sa maison, et donc il s'organise pour... il faut le préparer à ce qu'il fasse bien les choses. Ce n'est pas parce qu'il n'arrive pas à comprendre quelque chose qu'on le frappe, non. C'est quand il est vraiment dans la perturbation totale, c'est ça qui pose problème. Sinon, quand il ne comprend pas, il faut le lui expliquer. Hein. Et ça, c'est normal, on ne peut pas tout comprendre du coup, quoi. Et quelques souvenirs de votre tendre enfance dans la rue de Bobo-Dioulasso? C'était quoi Bobo-Dioulasso à l'époque? Ah oui, c'est une très belle ville, des avenues avec de grands arbres. Comme ça, je me rappelle que c'est pour la fête de l'indépendance, le cinquantenaire, que tous ces gros arbres de la ville de Bobo qu'on a un peu taillés pour faire la voirie. Mais c'était une ville calme, sympathique, avec un peu des groupes
en fait. Donc il y avait des groupes et au sein de chaque groupe de jeunes, il y avait les footballeurs à l'intérieur, il y avait les musiciens à l'intérieur, et donc on se retrouvait en buvant l'été et tout ça. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que beaucoup de nos footballeurs, en tout cas, sont sortis de Bobo. Au niveau de la musique, de l'art, de façon générale, c'était aussi ça. Hein. Il y a eu de très, très grands groupes qui ont représenté le pays à l'extérieur, comme le groupe Farafina, qui ont joué dans des dans des grandes salles en Europe et aux États-Unis, qui venaient de Bobo. C'était un environnement assez... Et puis on était très, très, très liés. Les familles étaient liées, les enfants étaient liés. C'est une seule famille, quoi. C'est une seule grande famille. Voilà. D'accord. Justement, nous avons recueilli le témoignage d'un de vos amis d'enfance. Suivant. Alain Maricha, le fameux Alain, bon, je l'ai connu d'abord superficiellement quand elle était déléguée du Zenda. Vous savez, avant, avec les échanges culturels et sportifs, et puis le Nobel Zenda quand même, on ne peut pas ne pas connaître le délégué qui est là-bas. Et c'était lui. Et quelques temps après, juste après, on s'est retrouvé à l'université de Ouaga, au département de linguistique. Et le rapprochement, il y a eu une maturation du rapprochement, des relations, et ça a évolué maintenant vers une amitié sincère. Un véritable contrat explicite entre deux personnes vraiment vertueuses et sensibles. Et ça a évolué jusqu'à présent dans nos différences, on se complète, et chacun dans le respect de l'autre. C'est quelqu'un quand même d'assez sérieux, très fidèle en amitié, sincère en amitié. Et comme c'est un personnage public, comme vous l'avez dit, il se respecte et il respecte les autres. Maintenant, ce que je sais de lui, ce qu'il n'aime pas, c'est le bruit, la bagarre. Depuis que je le connais, j'ai jamais vu crier sur quelqu'un ou bien, c'est-à-dire manifester des trucs non, jamais. Et il est toujours dans le projet et non dans le rejet. Et en plus, sa personnalité n'est pas soluble avec les magouilles, les médisances, la calomnie, le mensonge, il n'est pas dedans. Quelqu'un qui marche sur des principes. Bon, une fois, vous savez, à l'université, hein, on lève le coude et puis on tape les 100 coups. Voilà, on a trop levé le coude une fois, il y avait un devoir le lendemain de sociolinguistique. On a en tête fait tard et on s'est retrouvé au devoir de 3 heures de M. Feu Nakro Isaka. Il était mon voisin, il dormait. Je l'ai réveillé en vain. Il restait 1h05 comme ça. J'ai réussi à le réveiller. Il est sorti l'attendre au parking. 45 minutes après, il est sorti. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a écrit seulement. Mais curieusement, le jour que les notes sont venues, il était parmi les premiers. Je lui ai dit, mais tu me dis que tu as écrit seulement. Il dit, ouais, qu'il a écrit seulement. Alors, développez-nous un peu cette anecdote. Oh là là, Pour la veille d'un départ, on lève un peu trop le coude. Le lendemain, on dort en classe pendant le devoir. Oui, c'est vrai que c'était à 7 heures, quelque chose comme ça. Moi, j'étais vraiment un peu fatigué. Et puis, je me suis... en lisant même le sujet, c'était un peu lourd pour moi. Donc, j'ai poussé et puis j'ai dormi. Effectivement, je me suis endormi. Je crois que ça devait être 3 heures ou 4 heures de devoir, quelque chose comme ça. Et puis, après, quand donc Gaucher, il essayait de me réveiller, mais je ne comprenais pas, parce que moi, je crois que je ne savais pas que c'était l'école. Pour moi, je suis à la maison, il me dérangeait, quoi. Il me réveiller, je me dis, ah, le gars là même, c'est... Après, je me rends compte, je dis, ah oui, c'était un devoir. Alors, donc, je suis sorti de la classe. Donc, je suis ressorti, resté un peu dehors pour souffler, pour me rendre compte qu'on était vraiment à l'école et tout. Je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi cette affaire? Donc, je suis revenu et puis j'ai tiré toute la concentration nécessaire, tout. Et j'ai composé. Et effectivement, comme il l'a dit, quand les notes sont venues, j'étais au-dessus de tout. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait une très bonne base déjà. Vous perdez votre bourse, vous êtes même renvoyé de l'université. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut dire que à l'université, en tant que responsable syndical, il y avait un certain nombre de mots d'ordre de la révolution démocratique et populaire sous le feu Thomas Sankara, qui était le sport de masse. Les étudiants avaient un champ hawaïen, on faisait l'élevage à une cinquantaine de kilomètres. Bon voilà, il y avait une série de choses comme ça. Et puis, moi, en tant que responsable syndical au sein donc, de cette association, donc il y a des choses qu'on dénonçait, on faisait des tracts. Bon voilà, il y a tout le mouvement syndical que vous connaissez. Et alors, à la fin de l'année,
Donc on compose et puis on va en vacances. Moi j'étais membre de la Commission nationale d'attribution de bourses. C'est-à-dire que l'ensemble des boursiers burkinabés à l'époque, qui sont en Russie, au Sénégal ou quoi, nous étions 2, dont un autre qui est honorable député aujourd'hui. Et on était 2 à statuer sur les cas de chaque étudiant. Et donc pendant les vacances, on a dissous donc cette commission-là et on a créé une nouvelle commission. Et j'ai été et cette commission donc a pris la décision que je n'avais pas droit à la bourse. Donc on a fait la rentrée, on est arrivé et puis on apprend comme ça que nous ne sommes pas boursiers. Et bien voilà, et on est parti quoi. On a terminé l'année quand même et puis après ça voilà, moi je suis, c'est là que je suis parti commençant à enseigner. D'accord. Il y a Kadi Joly qui dit que vous êtes un godeur professionnel parce que vous ne buvez que la nuit. Non, elle a mal dit, en fait. Et je ne veux pas qu'on me voie boire. D'accord. Donc, j'ai choisi de ne boire que la nuit, relativement tard. Voilà. Et quand en journée, je ne bois jamais. Déjà ça. Ça, c'est un principe de base connu de tout le monde. Et la nuit, quand j'ai bu et que je sens que j'ai assez bu, le lendemain, je ne fais rien. D'accord. Et je ne bois que lorsque je sais que la journée est terminée. Si j'ai un tournage à minuit, je ne bois pas avant minuit. Si je dois jouer à 20h ou quoi, tant que tout n'est pas fini, je ne... Il faut avoir des principes. Voilà. C'est un principe de base. En journée, jamais. Ok. Voilà. À ce niveau, justement, nous voyons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, je dirais, peut-être mêlent un peu les choses. On boit et du fait d'avoir trop bu, on ne parvient pas justement à exécuter convenablement la mission qu'on nous a assignée. Oui, mais c'est ça tout le problème. Il y a tellement de divertissements aujourd'hui qui éparpillent la concentration. Oui, mais des jeunes. je pense que quand... parce que quel que soit le divertissement, quel que soit ce qu'on a fait, la journée, pour ma part, hein, franchement, la journée, ce n'est pas un moment pour boire. C'est dommage que je voie que dans nos administrations, à 10h ou 10h30, il y a un fonctionnaire qui estime que bon, il sait bien qu'il aille prendre une petite boisson comme ça pour échouer, en sachant que cette boisson-là, ça peut tourner un peu la tête, ça peut donner des idées qui ne sont pas conformes à la feuille de route qui a été donnée par le gouvernement. Et donc, moi, je suis contre cette façon de voir les choses. Parce que le soir, on a fini les tâches professionnelles, familiales et tout, on se retrouve en copain. En ce moment, c'est un autre. Et comme la nuit est relativement courte, donc on ne peut pas rester longtemps. On est obligé de courir, rentrer. D'accord. Nous avons essayé de fouiller pour voir si vous aviez quelques défauts. Et suivant. Alain ne se fâche pas très très vite, mais quand il se fâche, il n'y a rien à faire. Quand il se fâche, il n'y a rien à faire. Et je pense qu'il apprend à dompter un peu ce côté caractère, on va dire caractère de chien. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Son gros défaut, la communication. Il ne communique pas très souvent. C'est ça son très 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 grand défaut. S'il a un problème, peut-être il a un problème avec mon grand frère, tant que ce n'est pas quelque chose de très très grave, il ne lui parle pas directement. Il vient moi m'en parler. S'il a un problème avec moi, il vient en parler, il va en parler avec mon grand frère. C'est peut-être ça. Et c'est quand ça devient vraiment quelque chose d'assez énorme maintenant qu'il t'assoit, il voit que c'est un peu grave, il t'assoit pour te parler. C'est qu'il est réservé, souvent froid, et puis il n'est pas très expansif. Je trouve qu'il y a des moments où il doit parler, il ne parle pas. Il préfère encaisser et puis s'asseoir. Ouais. Et puis un peu casanier. Souvent, il est calé à la maison. Quand il arrive, il faut que tu le trouves chez lui. Leader syndical, comédien, acteur, et à l'opposé, homme réservé. Il n'y a pas une contradiction? En fait, j'essaie de comprendre l'attitude de celui qui est en face, qui a fait quelque chose. C'est-à-dire, sur le coup, moi, je ne réagis pas. Je dis, mais si ça marche bien dans sa tête,
s'il fait ça, c'est que c'est en lien avec ça. Moi, j'essaie de comprendre. Oui, oui. Et alors après, je peux laisser passer parce que soit j'ai compris, soit j'ai pas compris, et puis je laisse passer en me disant que lui aussi va faire le même retour, la même analyse, et il ne va plus reprendre ça. C'est de cette façon que je ne parle pas trop. Mais quand ça se répète, ah oui, après, quand j'en parle, mais vraiment, je coupe les ponts pratiquement, quoi. Parce que là, je lésine plus. Mais j'estime que toute action posée, ça peut arriver à n'importe qui de se planter, de se tromper, de faire des erreurs, de faire tout ce que vous voulez. Et puis, après, il peut se rendre compte, ah oui, bon, quand même, voilà. D'accord. Eh bien, nous passons maintenant à la rubrique corbeille, où vous allez tirer justement un gage dans cette corbeille que vous allez exécuter. OK. Alors, il faut prendre le plus proche, qui est souvent pas le plus haut. Une blague. Une blague. Ah, là, ça va être chaud, hein. À l'université, on était en, je crois, en deuxième année ou en licence, je ne sais plus. J'ai un ami qui est là, qui est enseignant, et qui, le soir, vers les 18h, comme je vous disais, il n'y a pas de téléphone. Quand tu veux aller voir ta copine, tu y vas vraiment. Et donc, on avait une moto, une mobilette, là. Et puis, on allait voir sa copine. Et arrivé au niveau du domicile de la fille, c'était un tournant. Donc, dès que lui, il était devant, dès qu'il a tourné, il y a un chien qui est apparu. Donc, il est tombé là-bas, mais glissé, pas possible. Et puis, il se lève et puis il me regarde. Bon, je vais lui dire Anjula. Bon. Et il me dit qu'il est venu tomber devant celle qui doit lui donner une natte. Donc l'expression était tellement juste, tomber sur une natte, c'était bien. Et donc ça c'était assez drôle que tu... Et puis pour y aller, à l'époque, on se met bien, on est concentré, on a faut organiser tout ça. Et tu viens t'éparpiller comme ça, j'allais dire, devant le domicile de la fille. Et quand il s'est levé, il a fui. Ok. Parce que si jamais elle sortait, mais c'est fini, tout était foutu, quoi. D'accord. Donc, la rubrique gage, donc on a compensé la blague. Pour rattraper également, nous allons peut-être vous soumettre à un exercice. On ne peut pas avoir à cette émission un comédien, un acteur, et n'est pas puisé justement dans ce qu'il fait. Donc, nous allons vous demander de simuler un rôle. Vous êtes un commandant de l'armée. Vos troupes sont en face d'une adversité monstre, comme nos troupes aujourd'hui au Burkina en connaissent sur le terrain, et vous devez parler à ces gens-là pour les régonfler à bloc, pour qu'ils aillent sur le front et défendre leur patrie. Ensemble, Guéro! La situation est telle que il n'y a pas du tout de réserve à faire. Vous devez monter sur le front, vous devez sortir les dents, vous devez serrer la ceinture, serrer les fesses, serrer les dents, et le pays est en danger. Donc, il ne faudrait pas que nous faiblissons parce que tout simplement, X ou Y a raté sa mission. C'est entendu? Repos. Alors, au front, battez-vous, faites ce que vous voulez, nous devons remporter la victoire. Nous devons remporter la guerre. Et alors, en ce moment-là, le pays saura qu'il a des fils combattants, intègres et justes. Repos. Voilà. Vous pouvez disposer. Bravo. Comme quoi on est comédien dans l'ADN, quelles que soient les circonstances, les situations. Voilà, on a de quoi rebondir. Maintenant, nous passons à la rubrique de vos citations préférées. Citations ou proverbes. 3 citations ou proverbes que vous allez déclamer et également nous expliquer. Un truc qui me vient comme ça, c'est Nimromasa, Kobe Jurubira. C'est-à-dire que la traduction, c'est tant que tu n'es pas mort, tu restes, disons, redevable. Il peut t'arriver quelque chose. C'est pour dire que quand on regarde certaines personnes qui ont incarné la force, qui ont incarné le pouvoir, et qui, à la fin, se retrouvent soit en prison, soit en exil, soit machin, eh bien, tant que tu n'es pas mort, Fembe Jurubira.
Donc il faut savoir être humble, modeste, respectueux, parce que c'est pas parce qu'on a la force aujourd'hui que c'est toujours sûr qu'on la gardera. Il y a aussi, ça c'est du Lalil Aboga, qui disait qu'une peine partagée est une demi-peine. Ça veut dire aujourd'hui, les situations que nous vivons, toute cette désolation, les déplacés internes, les inondations, tous les problèmes que nous avons, nous devons avoir de la tolérance. Nous devons avoir fortement de la tolérance. Et c'est ça qui fait aussi qu'il y a un vivre ensemble qui peut se dessiner. Donc, et puis, ça c'est... Tous les chemins mènent au-dessus de la montagne. Mais en haut, là, la vue est la même. D'accord. Ça veut dire que quand on doit emprunter différents chemins, mais l'objectif que nous devons atteindre doit tendre à la perfection. Maintenant, les chemins, je n'encourage pas à prendre des chemins tortueux ou avec malhonnêteté, mais c'est l'objectif que nous devons viser. Quand on a un objectif, nous devons penser à l'atteindre et proprement. Après cette citation, nous allons maintenant à la rubrique Souvenez, souvenirs, où nous allons faire défiler une série de photos que vous serez appelés à commenter. Ah oui, mon frère jumeau. Avec Dani Kouyaté et puis de l'autre côté avec son père. En fait, le Sotigui était ici dans le cadre d'un casting. Et puis, Dani m'avait invité à ce que je sois là pour échanger avec son papa sur le métier, quoi, sur la profession de comédien. Ah, les Bigouden. Ça, c'est un spectacle, le petit conte chinois, qui avait été créé en Chine. On l'a tourné au Vietnam et en Corée, à Séoul. Et ça, c'est un pas de danse de la Bretagne en France, qui s'appelle la danse des Bigouden. Et là, j'étais une équipe, il y a un Chinois, un Européen et puis un Africain, quoi. Et là, c'est un metteur en scène allemand, Matthias Langhoff, qui vit à Paris et qui avait, avec la grande sœur Irène Tassambedo, monté un projet, Prométhée enchaîné, et puis avec une équipe, l'école de théâtre de Bretagne. Et j'avais été engagé pour jouer le personnage de Océanos. Ah ouais, ça, c'est avec les élèves à Paris. Vous savez, je suis par ailleurs, j'ai été animateur culturel dans plusieurs lycées d'ici. Le lycée Bambata, le lycée Bogodogo, le lycée technique de Ouagadougou, le lycée Marine Gouabi. Et puis, j'avais pu mettre en place des échanges avec des lycées professionnels et d'autres lycées en France, notamment en région parisienne, à Crèvelen-Bicêtre. Et puis, j'amenais mes élèves à rencontrer le lycée avec lequel on était en jumelage. Et dans le cadre d'ARSA, et puis j'ai été animateur culturel aussi à l'université. Et je voyais tout récemment le secrétaire général du Conseil supérieur de la communication, Aziz Babogo, que j'ai eu quand j'animais au théâtre. Oui, là, oui, j'avais un peu la direction artistique de l'actuel Petit Bazar, donc ça s'appelle. C'était d'abord Ouassa, et avec Feu Moustapha Tchombiano. Et donc, je faisais la programmation sur des différents groupes de musique qui devaient passer là-bas. Et donc, il y avait Moustapha. La dame qui est là, c'était la femme du responsable de la coopération suisse au Burkina. Actuellement, ils sont en Haïti. Ah, ça, c'est au camp militaire. Vous savez, on avait le service national obligatoire sous la Révolution. C'était même une condition après pour avoir du boulot. Et donc, j'ai fait... c'est vous qui êtes en bas à droite. Voilà, j'ai fait la formation militaire et de base, quoi, c'est-à-dire les tirs, les grades et tout ça. Ah, ça, c'était oh, c'est drôle, ça, quand même. Oh là là. Ça, c'est pour aller aux cascades à Banfora. Maintenant, c'est toute une grande voie. Et c'est moi qui suis devant avec un ami, Carlos, qui vit en France. Et puis, bon, on allait se promener. Hop! Ouais. Dis donc, hein?
Voilà. Comme je vous disais, au collège, je faisais de la musique et puis on m'appelait Peter Tosh. Donc c'était le Peter Tosh comme ça. D'accord. Ouais. Alors ça, c'est moi, j'avais 5 ans. Ouais, j'étais... Ouais, avec mon fils, justement, c'est celui-là qui fait de la musique, là. Allez, voilà. Quand il est né, il a grandi. Et quand il est né, on ne l'a jamais coupé les cheveux. Et jusqu'à sa première. Eh bien, après justement la rubrique Somni, nous allons vous demander si vous deviez partager des conseils avec la jeune génération. Comment réussir dans les métiers de l'art et du théâtre en particulier, et aussi comment réussir sa vie sociale. Alors, je pense que le premier élément, c'est il y a on dit on ne peut pas courir et puis se gratter les fesses à la fois. Voilà. Je crois qu'il faut prendre le temps de bien faire ce qu'on a entamé et de voir toutes les facettes de ce que nous voulons faire pour le comprendre et ensuite le développer. C'est de cette seule façon qu'on peut avancer. Il ne faut jamais penser qu'on a du talent, ça suffit. Ça ne suffira jamais. Il faut se former. Moi, je pense que la formation est un élément de base pour n'importe quel métier. Que je sois puisatier, que je dois, je sais pas, pousser une charrette et tout. Il faut se former pour bien comprendre l'ensemble du fonctionnement de ce que vous faites. Et de ce point de vue-là, je crois que pour embrasser n'importe quel métier, je ne parle même pas de notre métier, il faut se former, il faut vraiment prendre le temps de se cultiver à l'intérieur de ce métier-là. Et ensuite, pour l'ensemble des jeunes et de la communauté, je crois qu'il faut énormément de tolérance pour que nous puissions avancer. Tant qu'on va être dans la haine, dans la médisance, dans les accrochades, les crocs en jambes et tout ça, ça ne va pas aller loin. Je crois que nous devons être très, très, très tolérants. Et justement, sur la question, juste une parenthèse, je développe un projet qui est sur la tolérance et la solidarité dans les régions du nord du pays, donc la région du nord, la région du centre-nord et à Douri depuis 3 ans maintenant, où je travaille au sein des écoles avec les jeunes dans les lycées pour leur inculquer par la pratique de l'art la tolérance et la solidarité. Et c'est fondamental pour que nous puissions vivre ensemble et construire le pays tout simplement. D'accord. Eh bien, nous nous acheminons inexorablement vers la fin de cette émission. Avant justement de la clore, une dernière vidéo où des personnes ont tenu à vous dire un certain nombre de choses. Ok, Alain, mon ami, je te dis, faisons de la vie une très belle danse pour ceux que nous aimons. On se connaît depuis très longtemps, depuis 30 ans, et on a toujours cette exigence-là ensemble, et on va le partager jusqu'à la fin de nos vies. Papa, il faut continuer à être ce que tu es, un grand bosseur, un homme intègre, mais n'oublie pas de diminuer un peu, parce qu'il y a l'âge qui vient, avec l'histoire de la Covid. On était toujours un peu contents parce qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, il n'y avait pas beaucoup de voyages. Donc, n'oublie pas de diminuer un peu parce que, bon, nous aussi, on aimerait que tu vois des petits-enfants. Mais ne change surtout pas ta rigueur, ta manière d'être un grand bosseur. C'est ce que nous, on regarde pour être des hommes de demain. Alors, papa, ne change pas, hein. Reste comme tu es et voilà, on t'aime comme ça. Lourd. Voilà, écoute-moi très bien. Je suis très content que l'émission se braque sur toi. Ça permettra de te connaître. Tu as fait des œuvres grandioses, des trucs nobles. Ça te permettra de partager ça avec le grand public. Et une fois pour toutes, je pense que les gens vont comprendre, connaître ta valeur. Merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie professionnelle. Merci pour tous ces instants partagés. Merci pour ta passion que tu partages avec nous, que tu nous communiques si bien. Et je te souhaite tout le bonheur. Voilà. Réaction? Ah mais c'est gentil, tout c'est très gentil. C'est vrai que c'est une bande avec, ouais, on a pas mal bossé. Peut-être que je suis un peu trop rigoureux, ou je sais pas, mais bon. Mais cela dit, c'est vraiment très sympathique de tous ces messages d'encouragement, de continuer dans ce sens-là. Et je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on change de cap. Il faut avancer, il faut impacter véritablement le milieu avec notre façon de voir, et puis il faut voir juste.
faut pas se planter de trajectoire. Ok. Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs? Eh bien, pour tous ces téléspectateurs de la chaîne Au Grand Défi, j'aimerais simplement vous dire qu'il est important que à l'intérieur de nos vies, nous essayons d'essuyer tout ce qui est mauvais et de travailler à rassembler le plus de monde possible autour de nous dans la paix et dans la joie. Et à cette occasion, je souhaiterais à l'ensemble du peuple burkinabé beaucoup de courage pour tout ce que nous subissons et aussi compatir avec tous ceux qui sont touchés par quelque mal que ce soit. Et beaucoup d'encouragement à nos forces de défense et de sécurité qui luttent nuit et jour pour que nous puissions toujours continuer à vivre et à rigoler. Et ils n'ont qu'à être rassurés. Le peuple les soutient, nous les accompagnons par nos pensées, par nos prières tous les jours pour que le Burkina reste debout, fort et fier. Eh bien, merci, M. Alain Aima, de nous avoir reçus chez vous. Merci pour ces moments de partage qui ne manqueront pas d'enrichir vos différents téléspectateurs. Merci justement à ces téléspectateurs qui ont accordé de leur temps pour suivre cette émission. Nous osons espérer qu'ils ont eu du plaisir à les suivre, tout comme nous d'ailleurs. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour les prochains numéros de votre émission Leçons de vie.